Bonsoir à tous, il n'y a pas de jingle aujourd'hui. Merde parce que les problèmes techniques ne sont en fait finalement pas complètement réglés, donc vous pouvez entendre nos voix mais pas la musique, c'est bien dommage. Couplé aux coupures financières aussi. Donc je tiens à dénoncer ce soir. Pas de la crime. Peut-être l'Union Européenne derrière tout ça. Merde. Donc oui, Jonathan, bien dit, excellent sens, la transition, on sent l'homme de radio, on sent qu'on a acquis de l'expérience. Donc, une émission de Radiocratie, ça faisait longtemps, ça faisait 2 semaines, ça faisait 3 semaines. 5 semaines. On ne compte plus. Hein, oui, Déline. Ah, t'entends rien Moi non plus. J'ai pas de retour. Ah si, c'est bon. Et toi Je veux juste intervenir. Et toi, Adrien, t'as du retour? Alors voilà, les problèmes techniques continuent, hein, on voit... T'entends rien? Non. Les banques, frère, vraiment une banque de cake. On voit le matériel de C'est bon, Adrien? Comme par hasard, les deux seuls barbus. Bon, bah, vous entendez, vous Oh, nickel, ouais, moi. C'est bon, ok. Bon, on va faire comme ça, hein. La terniquer, Adrien, j'ai envie de dire. Donc... Ah, t'entends pas? Bon, donc... Chers auditeurs, on va peut-être essayer de revenir à une émission de radio orthodoxe. Donc une émission cette fois en une seule partie, parce que j'ai pas ma fiche, j'ai oublié de sortir ma fiche de revue de presse, donc préparation. On va faire une vraie émission, je vais pas faire un blanc et chercher ma feuille. On peut chanter en attendant si tu veux. On peut improviser sinon. On peut improviser. Sur l'actu. Improviser si vous voulez. Je ressors ma fiche. Baiser la lune. Attends, je l'attends. Ça me fait pas peur. C'est pas ça la fin de la chanson. Je vais vous mettre un petit tube. En attendant. Bon, Non. non mais c'est pas grave, on va faire sans. Et Adrien va nous faire du beatbox. Voilà, on peut faire une revue de presse mais en mots-clés. Genre, ouais. je balance Bruno Leroux. Non, bah, ouais. Au pire on va faire ça, on va faire une revue de presse, je connais la première fiche. Donc, Pyramide. on va faire une revue de presse collective. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu pendant cette semaine? Bon, déjà il y a Bruno Leroux en effet, donc ça c'est la formation. Le débat, on peut parler du débat. Ouais, j'y pensais, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment à dire sur ce débat? Le débat. Très démocratique. Démocratique. Donc oui, le débat 6. Du pognon sur touche pas mon poste. Le débat 5 qui a fait... Oui. Le débat 5 qui a fait débat lui-même, hein, c'est très drôle, sur le fait qu'on choisisse 5 candidats seulement, donc application, n'est-ce pas, du nouveau principe du CSA d'équité, et donc on a eu des oppositions comme Dupont-Aignan, on touche pas mon poste, et l'autre débat, ils n'ont pas choisi le petit débat comme ça aurait pu être drôle, mais ils ont appelé ça l'autre débat avec Artaud et Cheminade, attention ça pèse, qui se faisait interviewer. Mais je trouve ça assez innovant. On voit bien quand même que maintenant, grâce à Internet, on a des nouvelles formes alternatives de débat qui sont vachement intéressantes. Et c'est vrai que quand on voit le traitement qu'a eu Cheminade sur TF1, je suis désolé, mais moi j'estime qu'il a été humilié parce que tout ce qu'on lui rappelait, c'est le fait que c'était un sale complotiste de merde alien qui voulait aller sur Mars. Je trouve qu'on a un petit peu balayé son discours et son programme qui est un peu plus compliqué que ça, et on en parlera d'ailleurs dans cette émission, notamment par rapport à la zone euro et au marché financier. Vous voulez rajouter quelque chose? Ça va aller. Ensuite, l'information la plus fraîche, c'est l'arrivée la sortie de Bruno Leroux, l'expulsion de Bruno Leroux du gouvernement après la révélation d'un scandale. Bon, évidemment, on est à une époque où tout scandale fait peur puisqu'il augmente le discrédit auprès de la population, et il était remplacé par Mathias Fekl. Mathias Fekl. Alors c'est intéressant, Mathias Fekl c'est un profil d'intellectuel, c'est un petit peu un intellectuel de gauche, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup... qui préfère... Qu'est-ce qu'il fait? T'entends? C'est bizarre parce que ça réduit mon son à moi. Ouais, moi aussi. Débranche-toi Adrien, t'as L'orage. Il y a un pirate parmi nous. Bon voilà, j'augmente les... Ouais, c'est parfait. Par rapport à Mathias Fekl, j'aimerais dire qu'il incarnait un peu la nouvelle gauche. Ouais. Et il y avait beaucoup de jeunes socialistes qui mettait beaucoup d'espoir en lui, et peut-être qu'il va se griller, entre guillemets, en rentrant au gouvernement, même si c'est pour une très courte période, parce qu'il risque d'être assimilé au gouvernement de Hollande, etc., à la ligne politique qui a été exclue du PS par ses primaires, et peut-être que c'est pas finalement le bon plan pour lui. Ouais, et surtout que le ministère de l'Intérieur, c'est quand même plutôt un ministère... visible, surtout aujourd'hui quoi. Souvent voilà, on fait gaffe à ce que fait un ministre de l'Intérieur, on se souvient de ce que disait le ministre de l'Intérieur, on peut penser avec Sarko, on se souvient très bien ce qu'il a pu dire quand il était au ministère de l'Intérieur, ça lui est retombé dessus, ça marque un homme politique, hein, le fait d'arrêter au ministère de l'Intérieur. Bon, Bruno Leroux. Bon, vu que... Meilleur exemple du coup. Mais bon, et vu que... bon, c'est vrai qu'il va être au pouvoir jusqu'en mai, donc on verra ce qu'il fera. Peut-être que finalement il convaincra Cazeneuve d'enlever l'état d'urgence, peut-être, qui sait. Un homme d'idées, un homme de paix.
un homme de raison, peut-être qu'il raisonnera ce pays. Et c'est aussi intéressant parce que le choix de Fekl, parce qu'au final c'est un homme qu'on a souvent opposé à Macron, parce que souvent il était plus posé, il a souvent critiqué Macron pour être quelqu'un qui ne développait pas des idées, qui était opportuniste, qui n'était pas assez, qui n'avait pas une vraie théorie, une vraie doctrine. Donc ouais, on a l'impression qu'au finalement dans ce gouvernement il n'y a plus aucune cohérence quoi. Au début on pensait qu'il y avait une vraie ligne politique avec François Hollande etc. Et on se rend compte qu'en fait on pioche dans le vivier socialiste sans vraiment faire de choix idéologiques et c'est vraiment pas bon pour la gauche. Je pense. Ouais, j'ai rien à dire dessus. Et dernier point peut-être intéressant que je voulais souligner, c'est la politique de Trump. Encore une fois, on parle que de lui, mais c'est quand même important. Laissez-le tranquille. Notamment à propos de l'OTAN. Le nouveau secrétaire d'État à la Défense ne s'est pas rendu à la réunion de l'OTAN qui était prévue aujourd'hui. Et Monsieur Jean-Marc Ayrault, actuellement au ministère des Affaires étrangères, merci, a officiellement dit qu'on ne sait pas quelle est la doctrine de l'État Trump à propos de l'OTAN. Donc on rappelle que Trump avait déclaré que l'OTAN était obsolète. Semble-t-il qu'il est revenu dessus depuis. Quelle est l'avenir de l'OTAN, on ne sait pas pour l'instant. Donc l'incertitude est très grande. En parlant d'OTAN, on parle donc d'organisation internationale ce soir, et d'une organisation internationale très originale. Délil, je te laisse me la décrire. Nos auditeurs devineront de qui je parle. Laissons tomber l'OTAN. Concentrons-nous sur l'Union européenne. Donc l'Union européenne, l'Europe, le vieux continent, notre vieux continent, terre d'échange, terre de conquête, terre de nouveautés, berceau de la Renaissance, de la Révolution industrielle, terre de différences aussi bien linguistiques que culturelles, que philosophiques, qu'idéologiques, bref, la liste est longue, mais aussi malheureusement berceau de grands conflits mondiaux. Donc c'est un mélange qui peut être source d'union, mais il aura surtout été source de conflits sanglants, on va pas se mentir, conflits qui ont parfois vu l'Europe se raser et se détruire elle-même en fait. Le souci est là. Ces destructions mènent à des interrogations, une interrogation toute simple finalement. Pourquoi s'entretuer pour avoir la main mise sur un continent finalement petit, alors qu'une éventuelle union pourrait nous donner plus de poids? Adenauer, Monnet, Schuman, voilà là des noms qui ont tenté même de donner une nouvelle impulsion au vieux continent. Citons Schuman justement, qui le 9 mai 1950, ministre des Affaires étrangères en France, prononce ça dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay, une déclaration qui se verra consacrée comme la base du traité de Paris, qui fondera la CECA. Donc je cite M. Robert Schuman, l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord des solidarités de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. Mais l'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. Donc on veut empêcher je traduis, on veut empêcher une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne. On veut unir les deux frères ennemis en leur donnant un horizon commun, celui de la modernisation et celui de l'optimisation des productions. Donc l'inspiration économique devant ici entraîner la paix. Mais qui dit paix dit guerre malheureusement. Pourquoi ne pas s'unir militairement aussi? Ce sera un échec. La CED, Communauté Européenne de Défense, avec bien évidemment encore une fois la France qui joue toujours les troubles faits un peu au niveau de l'Union Européenne, qui rejeta le traité dédicace. La Communauté Européenne, économique européenne, elle, organisation internationale donc issue du traité de Rome de 57, donc signée là par la France, mais aussi l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. L'objectif donc avec cette CEE étant d'aller au-delà de l'approche sectorielle. Le charbon et l'acier, bon c'est bien sympa, mais au bout d'un moment ça commence à être un peu obsolète. Donc on a créé une coopération finalement économique entre les États membres et surtout en fait une union douanière avec l'abolition progressive des barrières douanières entre les États membres et la mise en place de tarifs douaniers communs avec l'extérieur, ce qui permit la création du marché unique européen. Donc voilà, on voulait dynamiser la construction européenne tout simplement, on voulait achever le marché intérieur. Voilà. On n'oubliera pas non plus de citer l'inévitable traité de Maastricht. Bref, passons outre tous ces chiffres, tous ces traités. Des décennies plus tard, nous voilà en mars 2017. France et Allemagne sont toujours au premier plan de ce qui sera finalement devenu l'Union Européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Celle de la France, celle de l'Allemagne et celle des autres. Mars 2017, préparons-nous aussi à souffler les bougies du 60e anniversaire du traité de Rome et du marché commun. Mais cette Union Européenne finalement se dirige-t-elle vers une mort prématurée? Quoi qu'il en soit, son teint, on ne peut pas le nier, a perdu son éclat. Diverses politiques litigieuses, voire même désastreuses, auront mené l'Union Européenne à voir se créer des frondes. Des frondes, aujourd'hui, qu'on peut caser, qu'on peut mettre sur l'échiquier politique à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, bref, peu importe. On a des partisans d'un nouvel anti-système qui monte. Fini les révolutions, fini la lutte contre le capitalisme.
L'antisystème est aujourd'hui de gauche ou de droite, mais avant tout, il est anti-européen. Bref, messieurs, je vous pose la question ce soir, doit-on continuer l'utopie européenne ? En tout cas, oui, c'est intéressant de dire faut-il la continuer, parce qu'on va se demander s'il n'est pas en train de se défaire, surtout qu'elle a brillé par son absence hier, l'utopie européenne, avant-hier, pardon. Ouais. Lors du grand débat, on en a peu parlé. C'était souligné ça d'ailleurs par les membres du débat. Oui, eux-mêmes mais bon, il y a quand même une certaine pudeur, on n'ose pas trop en parler, faut quand même le dire. Peut-être une preuve qu'on commence à délaisser l'Union Européenne, qui n'intéresse plus grand monde, j'ai envie de dire, peut-être justement dans un sens positif. Positivement finalement dans l'Union Européenne. Aujourd'hui dans le Figaro, si vous l'avez lu, parce que moi je lis les journaux de droite quand même, Romano Pardi, l'ancien président de la Commission, a dit que la France ne fait plus partie de l'Union Européenne. Il a dit ça comme ça direct. Donc on se demande si on n'est pas en train de faire un Frexit juste par inertie, si on n'est pas en train de s'en foutre complètement de ce qui se passe. Peut-être pour commencer le débat, revenir sur un point intéressant, on va commencer par le début du débat d'avant-hier. On va commencer, je pense, par les armées, parce que comme tu as bien souligné, Delille, c'est marrant, on voit comme finalement les problèmes qu'on a avec l'Europe, on les met sous le tapis, puis ils reviendront bien après, parce que finalement, cette CED qui a échoué, aujourd'hui refait surface, parce qu'on affronte en fait des problèmes militaires et des problèmes de sécurité tels qu'on se demande s'il ne faut pas rétablir une armée. Alors forcément, une armée pour l'Europe, ça ferait de l'Europe un vrai État, parce que l'armée est un des attributs de l'État. C'est pour ça que ça coince un petit peu. Donc, pour rappeler un petit peu les différentes propositions, donc on a Emmanuel Macron qui lui est pour un budget européen militaire. Alors il veut pas une armée européenne pour ainsi dire, c'est qu'en gros il voudrait pas un état-major au niveau de l'armée, mais il veut quand même un QG européen. Étonnant d'ailleurs de sa part. QG européen, apparemment ce serait pour unifier les opérations militaires et un but. Donc on pourrait prendre des contingents de chaque pays pour former une armée européenne. Ce qui bloque aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a trop de disparités en termes de défense entre les États. Et ça rend impossible de créer une défense européenne, par exemple entre la France et l'Allemagne, qui sont les deux pays les plus gros en termes de moyens. La France a une armée assez puissante, alors que l'Allemagne n'a presque pas d'armée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça pose des problèmes de disparité, et la disparité empêche la construction. D'ailleurs, on verra aussi, peut-être qu'on parlera de l'harmonisation fiscale, c'est prévu, qui est un autre problème qui s'inscrit dans la même logique, je pense. Je pense qu'on peut aussi noter le fait qu'il y a un problème d'intérêt au niveau d'une armée supposément européenne commune. Prenons l'exemple de la France, par exemple, qui intervient dans beaucoup de pays d'Afrique où on a justement notre histoire, notre passé là-bas, et du coup, nos intérêts. Est-ce qu'on devrait entraîner, par exemple, je sais pas, un pays comme l'Allemagne dans la guerre contre le terrorisme au Mali ? Quel serait l'intérêt pour les Allemands aujourd'hui d'aller s'engouffrer Non, mais c'est déjà la raison, puisque, par exemple, par exemple des conflits qu'il peut y avoir, par exemple, à Chypre, qui se tape dessus avec ses voisins depuis 1000 ans. Est-ce que au nom d'une coalition européenne, nous Français, on devrait aller se battre avec les Chypriotes chez leurs potes là, qu'on connaît ni d'on ni d'adepte. Mais ça a été soulevé par les candidats à la présidentielle le soir du débat. Je crois que c'est Mélenchon qui disait ça. Et du coup, et à ce titre-là, c'était dangereux de perdre son indépendance au niveau des armées. Ouais, Mélenchon a dit avait dit durant la campagne, devant la décomposition de l'UE. Il a dit on a fait l'Europe pour la paix, on l'a pas fait pour la guerre, donc on va pas faire une armée pour faire la guerre. Ouais, c'est ça. Je voulais dire que peut-être que justement il faut aller de l'avant, oublier ces problèmes du passé, ces problèmes à l'échelle internationale, et voir qu'aujourd'hui il y a une menace qui pèse sur l'ensemble du monde occidental, et organiser une défense de ce monde au moins à l'échelle de l'Union européenne. Ça serait peut-être plus logique. Et aussi face à d'autres menaces plus diplomatiques sur ce plan-là, ce serait d'un côté la menace de Trump et de l'autre la menace de Poutine. Je pense que défaire l'Europe aujourd'hui serait fatal. Je lance le mot. Ouais, si sur l'armée pas peur des termes, évidemment. Non, sur l'armée européenne, je vais faire un peu le pragmatique, un peu chiant. Non, déjà, moi, il y a un truc qui me gêne, c'est que l'OTAN existe déjà. Bon, l'OTAN, c'est pas une armée commune, mais c'est un système de défense commun, un peu comme ce que veut faire Macron, quand même, n'empêche. Il y a déjà 28 États qui sont dedans, dont une bonne partie des États de l'UE. Il manque juste certains États baltes. Non, pardon, pas certains États. Comment on dit ça ? Les Balkans, pardon, merci. Et l'Autriche. Bon, pas forcément les trucs les plus fondamentaux, désolé, aucun... Bon, l'OTAN coûte déjà 1,4 milliard d'euros. Bon, s'il faut en plus commencer à financer cette armée, déjà qu'on a du mal à financer l'OTAN, il faut savoir que, je crois, alors j'ai pas les chiffres, donc ça fait pas sérieux, mais je crois que au moins une bonne moitié du budget est payé par les États-Unis. Alors là, il va falloir que l'Europe se paie elle-même son armée. Non, mais c'est ça le problème de l'OTAN. C'est qu'au final, c'est une coalition d'États, mais qui se battent au final pour les intérêts américains. Ça date de la guerre froide, en fait. Ouais, voilà, c'est ça.
c'est ça qui pose problème, notamment on va avoir Mélenchon encore une fois. Et c'est pour ça qu'il prône la sortie de l'OTAN. C'est qu'au final, tu te bats au service c'est pas au service d'une cause internationale, c'est au service d'une des nations de l'OTAN. Mélenchon, ça serait un peu dans une dans le cadre des pays non alignés, un peu comme De Gaulle. Oui, voilà, c'est ça. Mais Mélenchon qui avait aussi appuyé, je sais pas si vous avez entendu, mais sur le pacte de Varsovie qui aujourd'hui on le trouverait quand même très désuet. Mais pourquoi l'OTAN finalement paraît d'actualité alors que finalement c'est un peu l'héritage de la guerre froide qu'on se mange, qu'on finance. Aujourd'hui, on est dans un schéma qui est totalement différent par rapport à la guerre froide, parce qu'avant, on avait le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Aujourd'hui, on voit que les nationalismes et les populismes émergent des deux côtés. Et je pense que nous, au centre, c'est centré de dire ça, parce que voilà. Mais nous, on doit incarner une union démocratique, solidaire, etc., face à tout ça. Qui n'est plus en accord, je pense, d'ailleurs, avec la politique américaine. Et je pense que le moyen, justement, c'est de continuer à construire l'Europe, en fait. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur être au milieu, parce qu'au final, le fait qu'on ait dit que Mélenchon veut quand même, Mélenchon il est quand même gonflé de dire ça, gonflé. C'est amusant qu'il dise faut quitter l'OTAN parce qu'on va servir les États-Unis. Pendant le grand débat, quand même, il semblait être vachement pro-russe. Hein. Il semblait quand même enclin à vouloir aller discuter avec l'autre grand frère russe. Hein. Oui, donc, mais finalement, on en quitte un pour retrouver un autre, comme c'était difficile de pas être... Justement, c'est pas comme ça que je comprends la chose. C'était quitter le joug américain, du coup arrêter de se considérer comme un pion américain, créer une coalition plus européenne et encore en gardant en envisageant ses intérêts personnels avant, et ne pas se fermer la porte à la collaboration avec les Russes. Soit en passant, d'un point de vue européen, on a une frontière avec les Russes, on l'a pas avec les Américains. Donc c'est quand même beaucoup plus urgent de bien s'entendre avec les Russes, notamment avec les problèmes qui se passent en Ukraine et tout ça, qu'avec les Américains, dans la mesure où tu as une mer qui les sépare. Quoi. Après, est-ce que c'est profitable pour la paix de créer plusieurs organisations internationales concurrentes qui représentent plusieurs zones géographiques? Je sais pas, tu vois. Peut-être faudrait créer l'unité, réformer peut-être l'OTAN, imaginer une autre organisation internationale, réformer l'ONU pour qu'elle soit plus représentative de l'ensemble des États, etc. Mais je pense qu'il faut créer l'unité. Mais encore une fois, pour revenir à Mélenchon, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on agisse sur la scène internationale que par le biais de l'ONU. Hein, tu vois, toutes ces actions internationales, ça sera fait au nom de l'ONU, quoi. Et si propose de réformer l'ONU je crois pas. J'ai pas de... Mais en tout cas, c'est sûr de pas passer par Washington, quoi. Ça, c'est certain. Mais pourquoi l'ONU, c'est moins les Américains? Parce que les Américains ont aussi beaucoup de puissance. En tout cas, ils ont autant de puissance je pense qu'ils ont autant de puissance dans l'ONU que dans l'OTAN. Ah non, je pense pas. En fait, l'OTAN, c'est son histoire, en fait. C'est ce qui a été développé pendant la guerre froide pour représenter les pays tu vois, c'est aux États-Unis, en vrai, l'OTAN, par les Américains, personne n'a la main mise dessus, j'ai l'impression. Alors que l'ONU se voit un peu comme étant l'organe universel qui défend les droits de l'homme. Bon, c'est sûr que l'ONU, il y a une certaine terreur, c'est-à-dire que tout le monde les Russes et les Américains ont le droit de veto. Donc ils peuvent se veto entre eux, donc on a un petit peu plus... Oui, ça c'est sûr, c'est problématique. On a un peu plus d'intérêt général, dira-t-on. D'intérêt général humain, comme dit Mélenchon. D'intérêt général humain. Question intéressante. D'ailleurs, sur l'opposition OTAN-ONU, on a l'OTAN qui peut agir militairement, qui parfois d'ailleurs ne demande pas l'avis avant de... C'était la guerre en Irak par exemple. Et justement, c'est le problème majeur, je pense, des Nations Unies aujourd'hui. C'est sûr que, en tout cas, pour que les idées de Mélenchon, je te montre du doigt, mais ne le prends pas pour toi, Pierre, pour que les idées de Mélenchon se réalisent, il faudrait réformer l'ONU. Qui a un pouvoir de coercition, quoi. Je pense. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a le poids international pour le faire? Non, mais pas nous, mais justement, ça passe par la redéfinition de toutes nos formes de coalition à l'échelle européenne. On ressuscite Chavez, et on y va. Il faut des leaders quand même un peu. De l'armée aux frontières, il n'y a qu'un pas. Oui, c'est moi qui le dis. Donc la question des frontières aussi avait été soulevée pendant le grand débat, et c'est une question européenne importante, parce qu'au final, on avait fait l'Europe aussi pour pouvoir réduire les frontières, pour le marché commun, pour la libre circulation des biens. Et là, on est en train de se demander si on ne va pas les reconstruire, parce que Marine Le Pen a bien souligné pendant le débat que les frontières européennes n'existaient plus, que en fait des milliers d'immigrés légaux et illégaux venaient en France et n'étaient pas filtrés donc par l'Europe. Un nid à terroristes, selon elle. Un nid à terroristes donc, et Monsieur Fillon a dit lui aussi qu'il voulait renforcer les frontières en Europe pour pouvoir ne pas faire passer les immigrés quand ils ont commis des crimes pénaux ou des infractions pénales, ou pour renvoyer même des immigrés directement chez eux s'ils ont commis une infraction. Donc on peut se demander quel est l'avenir de l'Europe par rapport aux frontières. Est-ce qu'il faut une Europe à double vitesse, comme on dit, donc en fait libre circulation des biens, mais pas libre circulation des personnes? Est-ce que c'est possible en fait? Est-ce que c'est déjà, j'ai envie pour reformuler peut-être autrement cette question, est-ce que c'est possible de revenir en arrière? Donc de revenir avant l'Union Européenne, avant l'espace Schengen,
J'ai du mal à l'imaginer aujourd'hui, quoi. En plus, c'est totalement absurde parce que les frontières extérieures, elles sont aussi bien gardées que des frontières nationales s'il n'y avait pas eu l'Union européenne. Donc, il y a même des organisations européennes, je sais plus ce que c'est le nom, de surveillance aux frontières. Et mettre en œuvre tous les moyens de tous les États européens pour organiser ce contrôle des frontières, c'est plus logique que des contrôles à l'échelle d'un seul État, quoi. Donc, Est-ce que ce serait pas aussi finalement recréer des conflits, finalement de remettre en place ces frontières entre les États? Ça peut être source de tension dans certaines régions, notamment dans les pays de l'Est où c'est pas encore totalement réglé là-bas, ou même entre la France et l'Allemagne. Enfin, je sais pas quoi. Aujourd'hui, que ce soit en France ou en Allemagne, des deux côtés des frontières, on a des travailleurs, on a des professeurs, on a des échanges qui se mettent en place, des échanges humains, pas que commerciaux, économiques, etc. J'ai du mal à voir comment on pourrait revenir en arrière. Et du point de vue économique, je pense que c'est indéniable, je ne suis pas spécialiste en économie, mais c'est indéniable que le libre-échange à l'échelle européenne est favorable pour notre économie. Surtout avec la montée, ça fait déjà un certain temps, mais la superpuissance économique chinoise et de l'ensemble des BRICS, il faut aujourd'hui avoir un libre-échange et s'organiser économiquement ensemble. Je vais juste te demander, Delil, mais du coup, toi, t'es pour ou contre la libre circulation des travailleurs en Europe? Des travailleurs? Des gens en règle générale? Dans le cadre de l'Europe, oui, je suis pour. T'es pour? J'ai jamais dit le contraire. D'accord. Ouais, je pensais avoir entendu ça. Non, mais vraiment dans le cadre de l'Europe. Hein. Non, dans le cadre de l'Europe, ouais. On a une petite carte centrée sur l'Europe, là. Ouais. Oui, parce que non, attention, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la situation interne de l'Europe, mais c'est aussi qu'on parle de gens qui sont étrangers par rapport à l'Europe. Donc, par exemple, des gens, parce que là, quand Marine Le Pen parlait des immigrés, elle pensait surtout aux bougnoules, n'est-ce pas? Non, mais elle pensait surtout elle pensait surtout aux Syriens, aux Irakiens, aux gens qui fuient les guerres au Moyen-Orient. Donc là, on peut se demander s'il faudrait pas renforcer Schengen. Donc vraiment un peu garder l'Europe bien fermée et imperméable par rapport au reste du monde. Bon, après là, c'est les questions d'humanité qui rentrent en compte. Ouais. Enfin, je vois mal comment on peut fermer nos frontières à des familles qui sont en train de fuir la guerre, quoi. Enfin... Je pense que c'est une question irrésoluble. Oh là, insoluble. La morale prend le dessus, on va dire, sur ce type de questions. Bon, en parlant de circulation des personnes aussi, donc il y a la sécurité, donc, parce que c'est un nid à terrorisme, comme on l'avait fait remarquer. Il y a aussi la question des fraudes, parce que en fait la libre circulation des personnes permet aussi ce qu'il y a, en fait, et là on voit toujours les mêmes problèmes qui reviennent dans l'Union européenne, c'est formidable. On avait parlé en 2005 quand on avait le traité, et même Maastricht en 95 pardon, on avait déjà parlé du plombier polonais, du fait qu'il y avait de la circulation de personnes et qu'il y avait de la délocalisation contre les normes en fait. Donc je crois que je parle de ça parce que Monsieur Hamon a proposé de réformer l'Europe, une réforme des directives sur les travailleurs détachés. Ce que propose aussi Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Donc il y a un rapprochement entre les deux, je pense qu'on devrait faire une petite alliance, ça ce serait propre. Donc lutter contre les fraudes des sous-traitants et des contrôles sur les chantiers. Et là on va pouvoir peut-être parler aussi plus largement de l'importance de l'Europe pour harmoniser. En fait ça c'est l'un des... Parce que là la question qu'on se pose ce soir c'est est-ce qu'il faut réformer l'Europe? Est-ce qu'il faut en sortir peut-être à court terme? Ce que propose en fait pas mal de candidats finalement. Parce que Monsieur Asselineau dit qu'il est le seul à vouloir sortir de l'Europe directement. Mais en fait, la plupart des candidats, comme Marine Le Pen, M. Nicolas Dupont-Aignan, voire M. Fillon, il n'a pas exclu de sortir de l'Union européenne. Parce qu'ils proposent tous, en fait, j'ai vérifié, ils proposent tous de renégocier les traités, mais si ça échoue et que ça va contre l'intérêt de la France, c'est ce qui est dit, SIC, il lancerait soit un référendum, soit il lancerait... Ouais, Fillon a dit, il a dit... si c'est contre l'intérêt de la France, je proposerai un référendum. Enfin, il n'est pas contre l'idée de sortir. Je pense. C'est pas pour garder un peu une petite frange conservatrice sous la main, on sait jamais. Mais quand même, l'idée est là. L'idée est dans l'air. On n'exclut pas. On n'est pas. Le mot est lancé, quoi. Non, mais on n'est pas dans une europhilie folle en France. On le sent. Donc oui, l'importance. L'un des arguments qu'on peut amener pour l'Europe et que j'amènerais, c'est sa capacité à pouvoir harmoniser la politique sur des problèmes qui des fois dépassent les États et notamment l'économie qui en fait tend à être de plus en plus liée entre les États. Et donc si on fait une même politique, par exemple de contrôle du droit du travail, l'Europe peut permettre ça. Bah déjà c'est ça, c'est l'objectif initial de l'Europe pour moi, c'est d'harmoniser parce que l'harmonisation c'est un vecteur de paix. On voit que ce qui crée en partie de l'eurosceptisme aujourd'hui, c'est les disparités qui font que certains États subissent des pertes à cause des législations d'autres États. Donc ça crée de l'eurosceptisme, de la haine, des déviances, etc. Et ça amène à la perte de l'Europe. Et autre chose, c'est vrai, que ça je suis entièrement d'accord avec toi, c'est qu'il y a des enjeux aujourd'hui qui émergent et qui dépassent le cadre étatique. Par exemple, j'aimerais parler de l'environnement.
on voit qu'aujourd'hui, et moi je pense qu'il faudrait recentrer en fait l'Europe sur ces sujets-là, sur l'environnement. Il faut agir à l'échelle européenne, sur l'agriculture qui fait déjà l'objet d'une politique européenne, et l'immigration, les conflits internationaux, etc. Je pense qu'on aura plus de poids et on pourra plus faire jouer à l'échelle internationale et faire plus peser notre vision humaniste qui fait partie de l'histoire de l'Union, enfin de l'histoire de l'Europe en fait. Ouais, mais enfin, du coup, tu regardes, il y a très peu de sujets au final, à terme, que tu laisses à la portée des États. Le but, pour beaucoup, et c'est ce que défend par exemple Macron, c'est qu'à terme, on arrive à une unification totale des peuples européens. Parce que tu regardes même les conflits, même questions concernant les armées, ce qui pose problème, c'est les différences d'intérêts. À partir du moment où tu es unifié en tout point de vue, normalement, tes intérêts deviennent grosso modo les mêmes. Donc même là, à ce moment-là, l'unification des armées se justifie. Donc si tu suis cette logique-là... Moi, je suis pas contre un fédéralisme européen. Oui, mais voilà... Mais, je m'inscris dans cette lignée, mais oui, à la condition que ça soit démocratique, parce que j'ai toujours une conception démocratique. C'est ça pour moi, et même pour les penseurs de l'Europe. C'était que... Et même si l'outil économique a été utilisé à une période, on a pu penser que ça allait suffire, ça n'en demeure pas moins qu'un moyen, pas une fin. Et la fin de tout ça, ça reste, je pense, l'unification des peuples. Et au final, la création des États-Unis d'Europe. Je pense. Je sais pas s'ils avaient en vue de créer des États-Unis d'Europe quand ils se sont alliés économiquement au départ. Je pense que c'était juste un moyen de réaction, enfin c'était en réaction à la guerre. On s'est dit le seul moyen de ne plus avoir de guerre, c'est s'allier économiquement. Est-ce qu'ils avaient à long terme ? Non, je pense pas. Je pense pas parce que regarde, par exemple, quand tu regardes les critères d'accession à l'Europe, un des critères c'est le fait que tu sois un État démocratique. Si tes objectifs étaient purement économiques... Ça fait partie des traités qui sont arrivés après, en fait. Enfin, mais voilà, mais quand je te parle de l'Europe à la base, c'est pas l'Europe d'il y a 10 ans, quoi, tu vois, c'est toute l'Europe du XXe siècle. Ça suit la même ligne. Oui, voilà, c'est ça. C'est ces textes initiaux qui ont inspiré tout le reste. C'est bien l'idée que derrière l'économie, t'as des objectifs politiques. Et à partir du moment où tu politises un sujet, t'en politises un autre, et au final, tu te rends compte qu'au final, tu veux t'unifier sur grosso modo tous les sujets. On pourrait débattre, ça serait intéressant, des sujets qui doivent rester étatiques. Bah, je pense que les sujets qui doivent rester étatiques le sont au même titre que certains sujets restent gérés à l'échelle régionale dans les États fédéraux. Peut-être que si on avait circonscrit la question sociale aux États, on n'aurait pas eu aussi toutes ces défiances envers l'Europe, parce que ça porte là-dessus aussi. Marine Le Pen, c'est par rapport aux questions sociales qu'elle cultive autant de haine envers l'Europe. Donc est-ce qu'on aurait pu laisser la question des services publics, etc., à l'échelle de l'État ? Peut-être. C'est l'argument principal aujourd'hui de la montée de beaucoup de partis d'extrême droite en France, qui appuient sur le fait que finalement c'est des technocrates à Bruxelles. Bon, je les cite, je partage pas forcément cette opinion, mais que des technocrates à Bruxelles décident pour la petite population française, allemande, pour les paysans, etc. quoi. On leur donne finalement des arguments. Oui. En tout cas, c'est intéressant parce qu'on a parlé du fait que l'Europe en fait pouvait permettre de faire d'être un tremplin pour des politiques communes, et t'as parlé d'agriculture, mais c'est intéressant parce que Mélenchon s'appuie sur ça, et lui, il dit même qu'il voudrait quitter l'Europe parce qu'elle empêche sa révolution paysanne qu'il veut mettre en place. Il dit que l'Europe, on peut pas négocier avec elle. C'est ce que disent aussi des gens. Justement, c'est ce qu'il dit actuellement. Il dit que si on n'arrive pas à remettre en cause, à redéfinir tout ça, il la quittera et proposera une nouvelle. Mais est-ce que les problèmes écologiques, d'agriculture, etc., on aura un poids à l'échelle de la France ? Ça, ce sont des problèmes qui sont mondiaux. Donc les envisager à notre échelle, je pense que c'est une erreur. Après, c'est vrai que, d'un certain côté, libre-échange, ne sommes pas très bien avec l'écologie. De toute façon, pour des raisons évidentes que je peux exposer assez rapidement, déjà, les distances, ça pollue. Enfin, de cette manière, le problème, c'est que vu qu'on fait venir des fruits... de cette manière, l'écologie à l'avenir va quand même un peu restreindre le libre-échange parce qu'on va commencer un petit peu à consommer un peu plus local. On va quand même plutôt favoriser les circuits d'échange proches. On va manger plutôt des fruits de saison, c'est quand même mieux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bon, j'ai oublié. Mais là, donc c'est intéressant. Là, quand même, on a un point de vue de Mélenchon qui, malgré lui, mais il dit que, malgré tout ce qu'on a dit, il a dit non, on n'arrive pas à négocier avec l'Europe. L'Europe est trop néolibérale. Elle a un esprit qui fait qu'on peut pas, technocratique comme a dit Delisle, qui fait qu'on peut pas, en fait, c'est là tout peut pas la secouer. C'est là tout le problème, c'est qu'ils prennent des problèmes conjoncturels et ils en font des problèmes structurels. Ouais, c'est vrai. Et je pense que c'est le problème, et c'est peut-être finalement ils en sont conscients, et c'est un moyen de... C'est un peu populiste en fait,
c'est de tromper un peu les lecteurs Oui, c'est vrai. pour créer un rejet de l'Union européenne, alors qu'on pourrait très bien réformer l'Union européenne sans même réformer les traités. Il suffirait de changer de politique, de ligne politique, et ça suffirait. Les traités, ils organisent une constitution, une organisation institutionnelle européenne. Par exemple, sur les services publics, on sait que les traités sont très flous et très silencieux. Les services publics, rien ne nous aurait empêché finalement de créer une organisation européenne avec un service public fort, etc., plutôt en faveur de la conception française. À terme, je sais pas, t'aurais besoin de restructurer tout ça, tu vois. Mais de toute façon, tu vois, tu peux pas dire les textes sont flous, donc ça nous laisse le champ libre. Si ton objectif c'est réellement la création d'un État fédéral, t'as besoin de restructurer tout ça de manière claire. Mais je suis d'accord avec toi sur le fond et sur le concept. Pardon. Je te signe, pardon. Mais par contre, du coup, si on arrive à, bien que ça soit là le débat de ce soir, si on arrive à considérer que l'objectif européen est louable, le débat qui s'ouvre juste après, c'est de savoir quels sont les critères, sur quels critères on s'harmonise. Quel est notre référentiel. Et au final, tu te rends compte que c'est là que le bas blesse. Et c'est ça qui pose problème, notamment quand on voit par exemple Hamon qui dit que si je suis élu président, quand je serai élu président, j'irai voir Merkel et je dirai ce que j'en pense. T'es bien mignon, et c'est dit non. À part Mélenchon qui dit Mélenchon, ça. Non mais non, justement, Merkel, si elle me dit non, je tourne les talons. Non mais justement, c'est ça qui. Elle me courra derrière. C'est ça qui est différent, c'est que Mélenchon dit ça et reconnaît que si ça se passe mal avec l'Allemagne, il quittera l'Europe, alors que Hamon il dit, moi je parlerai à Merkel. Et on dit mais qu'est-ce qui se passe ça, t'inquiète, je parlerai à Merkel. Tu vois, si ça t'as pas et ça lui faire projet le plus fou. Si c'est Merkel, discuter avec Merkel ou en parler avec Merkel, je sais pas. Si c'est encore Merkel, hein. Oui, en plus. Non mais ça sera pas. D'ailleurs, c'est ça. On a l'impression que Merkel, elle est indélogeable, genre. Non mais que ça soit Merkel, puisque Merkel personnifie l'Allemagne, mais l'idée c'est de parler avec l'Allemagne. C'est pareil, c'est ce que Hamon dit, c'est qu'on pense que l'Allemagne c'est Merkel. Or en Allemagne, il y a des contestations. Il y a Die Linke qui a une ligne assez proche de Benoît Hamon, et rien ne nous empêche que cette ligne arrive au pouvoir. Et là, les renégociations seraient possibles. Oui, c'est juste pour dire que n'ayons pas tant peur en l'avenir. Les clivages politiques européens peuvent évoluer, on peut avoir plus d'harmonisation politique pour plus d'harmonisation sur le terme de la loi, sur le terme écologique, etc. Mais ça veut pas dire que nous, en tant que Français, on va venir influencer les élections allemandes. Tu feras avec ce qu'on te proposera en face de toi, tu vois ce que je veux dire? Non, mais laissons le débat démocratique. Oui, voilà, c'est ça. Mais je veux dire, mais à la suite de ça, dans la mesure où ton vis-à-vis allemand ne te satisfait pas, tu seras bien obligé d'agir en conséquence. Je veux juste qu'on arrête de croire que les problèmes conjoncturels sont immuables en fait. Non, c'est pas des problèmes conjoncturels. Ça arrête d'avancer et ça crée la démagogie, ça crée le populisme. Non, mais dans tous les cas, ce qu'il faudra savoir, c'est de savoir, quels seront les critères pris pour l'élaboration de cette nouvelle Europe, tu vois. Et notamment sur les critères sociaux, je veux dire, l'aide sociale française, elle est française, elle n'est pas européenne, tu vois. Donc vouloir harmoniser toutes les règles autour de l'administration française et de l'aide sociale française, c'est quand même très couillu. À l'échelle, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui légitime le fait qu'on impose notre vision des choses? Le jeu démocratique. C'est pour ça que je veux qu'en Union européenne, on retrouve un véritable jeu démocratique. Mais là, par contre, ça passe par une réforme des institutions. Mais ça pour le coup, c'est quand même un risque pour nous, Français, du coup, de perdre certains de nos acquis. Et ça, c'est un risque. Voilà. Mais je pense que ça, c'est un... Mais peut-être justement que la question sociale doit rester à l'échelle. Mais je pense que du coup, si tu t'harmonises pas sur toutes ces questions-là, au final, tu t'harmonises jamais vraiment, tu vois. Et au final, la différence de régime sur beaucoup de questions, c'est ça qui crée du coup... Enfin, tu justifies une différence de régime dans un domaine, tu la justifies dans tous les domaines, tu vois. Social, ensuite fiscal, ensuite ce que tu veux, tu vois. Parce qu'au final, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est pas la France qui a un niveau de service public très élevé et donc un niveau d'impôt élevé, c'est les pays qui baissent leurs impôts pour accueillir les entreprises. Non, mais sauf que du coup, tu vois, à l'échelle internationale, la réglementation, la règle par exemple des 3% de déficit, fait que la France, on la respecte pas. Donc du coup, on considère que notre principe supplante les règles européennes, parce que j'en sais rien, D'ailleurs, ça me fait penser à un projet de Mélenchon qui serait de créer en opposition, en rejet, une organisation des pays du Sud en fait. Oui. Donc Italie, Grèce, Espagne. Et les pays du nord de l'Afrique. Ce que propose aussi Jacques Cheminade, mais oui. Ça me fait assez peur, personnellement. Avec les BRICS, ouais. L'Europe du Nord contre l'Europe du Sud, l'Europe libérale contre l'Europe. C'est le termondialisme, ouais. Ouais, ça. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que. C'est intéressant, mais ça fait peur aussi. Ça fait peur. Mais dans tous les cas, là. Pourquoi ça fait peur en fait? Je comprends pas. Parce que on peut se demander si on va réussir à trouver des intérêts communs. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, je vais te dire, mais comme la Chine est connue pour être assez prédateur. Après, si la Chine offre des solutions que justement. Puis si on se divise en deux, on perd 2 fois moins de force. C'est ça.
prédatrice d'ailleurs, j'ai fait une erreur. Et ce serait peut-être la volonté finalement aussi des États du Sud, des États méditerranéens qui aujourd'hui, je pense, sont exclus finalement par l'Union Européenne, ne rentrent même pas dans... À cause de dans la le cadre transition décisionnel. démocratique, je pense. Tu veux dire quoi, Pierre? Non. Par contre, je voulais juste redire, bon, alors c'est dommage, ça fait 10 minutes que t'as dit le truc. Je voudrais juste faire une remarque pour critiquer un peu ce que t'as dit tout à l'heure en disant s'il y a des critères flous, c'est pas bien pour un État fédéral. Alors, je remarqué quand même que les États-Unis, c'est l'un des pays fédéraux les plus connus. Leur constitution n'est absolument pas claire sur les compétences. Hein. C'est très très obscur. Et en fait, ça a quand même très très bien marché. Le partage des compétences, même si c'était pas obscur dans la constitution, a très bien été clarifié par la jurisprudence. Et comme quoi, c'est pas juste une histoire d'obscurité, c'est aussi une histoire de volonté. Hein. C'est une histoire de vouloir le faire, quoi. Mais ça, je veux dire, ça s'est fait. Au final, c'est acté que les choses sont comme ça, quoi. Voilà, oui, bien sûr. Oui, donc comme t'as dit, c'est très bien. Il faut clarifier les critères. C'est ça. Mais si les textes ne sont pas clairs, c'est pas grave. Ça. Oui, dans la mesure on fait avec ça. Bon, après, c'est quand même le poids de la jurisprudence dans le modèle anglo-saxon est quand même très primordial. Il est beaucoup moins dans notre vision des choses. Peut-être qu'il faudrait revoir le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne, ou alors créer une Cour constitutionnelle pour privilégier justement la construction européenne et l'approfondissement. Selon le modèle anglo-saxon. Après, créer encore d'autres cours, ça crée de la complexification et on a l'impression qu'il y a une Europe technocratique, etc. Et qu'est-ce qu'on fait du coup des juges nationaux dans ces cas de figure? Déjà que leur poids tend à diminuer. Là, ça, c'est pas grave en vrai. C'est un dommage collatéral, mais à terme, on devra s'en débarrasser. Oui, c'est ça. Si on devient fédéral, oui. C'est des emplois en moins. Non, vraiment d'ailleurs, non. En fait, non, on devra pas s'en débarrasser, mais ils auront beaucoup moins de pouvoir. Ouais, c'est ça. Leur fonction sera transformée. Ils seront des juges. C'est comme les confédérales, quoi. Peut-être que ça désengorgerait enfin les tribunaux. Peut-être, oui, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Non, mais ce serait comme après, la CJE est aussi engorgée. Ce serait comme aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, la Cour suprême prend pas toutes les affaires non plus. Hein. Donc, j'imagine que le juge européen prendrait pas toutes les affaires non plus. Prendre les affaires où il y a un intérêt pour l'intégration, etc. Et pour les libertés, peut-être que l'Union européenne pourrait se tourner vers les libertés, vers le droit social, etc. Mais n'oublions pas les populations finalement, parce que bon, l'Union européenne, vu comme ça, c'est quand même un gros déni de démocratie, on va pas se mentir. Et je pense pas que les populations européennes aujourd'hui soient en accord avec le fait que ce soit un juge, je sais pas, j'invente bien évidemment, un juge allemand ou belge qui vienne décider de leur affaire, de leurs problèmes finalement. Faut que ça soit un juge européen. Européen, mais est-ce qu'on a cette identité européenne qui nous permettrait peut-être de... je pense qu'on aurait... Mais si on l'a pas, on aurait dû l'acquérir. Je pense vraiment que c'était un objectif, tu vois. Ça me fait penser à une citation. Le peuple européen, tu vois, c'est pas quelque chose de totalement chimérique, tu vois. Je pense que c'était réellement... Enfin, je sais pas, je peux me tromper, mais je pense que c'était un réel objectif des fondateurs de l'Europe, tu vois. Ça fait penser à une citation, il y avait un chef d'État italien à la reconstruction de l'Italie qui avait dit « On a créé l'Italie, maintenant il faudrait créer des Italiens ». Oui. Et je pense qu'on est à la même étape. Ouais, c'est ça. On a créé l'Europe, maintenant il faut créer des Européens. Au lieu de se dire « Je suis français, je suis allemand, etc. », je dirais « Je suis européen ». C'est ça. Après, je pense qu'il a dit ça par rapport à l'histoire de l'Italie, les différents royaumes, etc. Même aujourd'hui, le clivage nord-sud. Je sais pas, tu vas en Sicile, à Naples, le mec, tu lui dis qu'il est italien, Sicilien, faut que tu cours vite. Hein. C'est surtout assez ironique quand on connaît un peu la révolution italienne. Je conseille aux gens de regarder le Guépard, un vieux film j'oublie le réalisateur, très intéressant, sur la révolution. En fait, la révolution italienne, elle a pas été faite par le peuple, la révolution italienne. C'est comme en France, elle a été faite par les bourgeois. Donc il a fallu rapatrier. En gros, il a fallu que ça a été fait par le Piémont-Sardaigne, donc les rois. Et il a fallu après choper le peuple et dire bah c'est bien, tiens t'as vu, t'as plus de liberté, c'est cool, hein, vas-y viens, reste avec nous, soutiens le régime. Donc oui, et là c'est intéressant pour l'Europe parce que l'Europe pareil a été faite par le haut et maintenant il faudrait qu'elle soit soutenue par le bas, un peu refondée par le bas quoi. Donc, Toi tu m'as fait penser à un truc, tu parlais des libertés dans l'Europe. Et aussi, je pense qu'un des problèmes qui crée de la défiance envers l'Europe, c'est qu'on a plusieurs régimes, on a plusieurs systèmes juridiques qui s'entrelacent. Le Conseil de l'Europe, bon, je sais qu'il n'a pas le même nombre de membres, il n'a pas la même zone géographique, mais ça s'entrelace. Aujourd'hui, on a des libertés à l'échelle de l'Union européenne et des libertés de la Convention européenne des droits de l'homme. Et ça crée du flou. Et je pense que un des gros problèmes de l'Union européenne, c'est la complexité, en fait. Et cette complexité crée de la défiance. Ouais, mais il faut qu'on crée, justement, l'objectif c'est de créer un réel droit communautaire, international. Tu vois. Il y a un vrai droit communautaire. Oui, non, mais commence pas à dire qu'il n'y a rien. Non, justement. Pas dire qu'il n'y a rien, mais dire qu'il y en a un qui doit supplanter l'autre. Ah oui, tu vois. Peut-être une intégration. C'est pas qu'il faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, quoi. Ouais. Tu vois. Après, ils ont pas non plus les mêmes enjeux. Par exemple, toutes les questions de laïcité. Bah, si, maintenant, c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu une affaire récemment. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, l'Union européenne évitait les questions de laïcité. C'est la CJE qui a rendu une décision par rapport au voile en entreprise en acceptant que le patron, enfin comment on dit déjà ? Le player ?
voilà, l'employeur crée des règles, interdisent aux salariés de porter le voile. Dans le règlement intérieur. Ah, d'accord. Et ça, c'est une décision très importante parce qu'on voit que l'Union européenne, à travers la CJUE, commence à venir dans les questions sociétales en fait. Donc peut-être une intégration à l'avenir. Je voulais juste revenir encore, parce que moi j'aime bien l'exemple américain. Alors beaucoup de gens souvent me reprochent de trop aimer les Américains, je crois, à leur goût. Mais les États-Unis c'est une fédération. Et il faut savoir quand même que quand on regarde, parce que souvent les gens disent oui, les États en Europe ils sont trop différents, regardez la Hongrie, ils n'ont pas eu toutes les mêmes valeurs que nous. Mais quand même, quand on prend des États, quand on prend des États comme New York, et comme... Puisqu'il y a un État qui s'appelle New York. Pour les gens, quand on en reparle, ils disent non, New York c'est une ville, c'est aussi un État. Et si on prend un État comme le Texas, ça pique un peu question valeur, hein, c'est pas les mêmes personnes. Hein. Mais... Ouais, je suis d'accord, ouais. Donc, comme quoi, c'est possible peut-être de faire un. Il y a un peuple américain. Autant qu'il y a un peuple. Je pense que aux États-Unis, ce qui est fort, c'est que chaque personne se sent autant américain qu'elle se sent appartenir à son État. Mais c'est ça le Delaware, l'Oregon, etc. Mais justement, aux États-Unis, dans tous les États, ils se considèrent américains, alors qu'en Europe, on se sent pas européen à cause de la démocratie. Parce ça qu'il y a se crée, ça se crée s'il y a de la démocratie. Il faut qu'il y ait une légitimité pour l'Europe pour exister. Mais là, actuellement, il n'y a aucune démocratie en Europe. Et ils se sont fondés sur ces bases. C'est pas le cas chez nous. Non, c'est pas. Ça aurait dû être créé à la base, la démocratie. L'histoire américaine, elle est quand même. Et récente déjà. Oui, mais dans un premier temps. Elle est parsemée, tu vois. C'est pareil, c'est pas fait d'un coup. On dit maintenant, on met de la démocratie, tac, ça donne un truc, tac. Les États-Unis, tac, on est tous américains. C'est beaucoup plus simple de faire ça aux États-Unis, sur des vallées, des prairies totalement vides. Enfin, vides, entre guillemets. Oui et non. Il y avait des habitants avant, malheureusement, pour eux. Qu'en Europe, qui a connu divers royaumes, divers empires, diverses rivalités, diverses familles. Oui, mais du coup, conclure de ça que c'est impossible, c'est quand même assez. C'est plus compliqué déjà, on va pas se mentir. C'est vrai, mais ça veut dire que c'est impossible. J'attends. Quand tu as parlé de la différence entre l'État du Texas et l'État de New York, ça me fait penser à un truc, c'est qu'il y a une particularité et une différence par rapport à nous, c'est qu'aux États-Unis, les questions auxquelles nous on donne le plus d'importance, les questions sociétales comme la peine de mort, eux ils le laissent à la compétence des États fédérés. C'est vrai. Oh, ça dépend, hein. C'est pas aussi simple que ça. Mais oui. En fait, souvent, oui, quand une question. C'est souvent des questions. C'est plus les questions institutionnelles et écoronomiques. Pas en termes d'impôts, etc. Il y a quand même des grands arrêts de la Cour suprême qui s'intéressent aux libertés fondamentales. Par exemple, le droit au mariage. Je pense à l'arrêt Loving, qui est un vieil arrêt sur le mariage, le droit au mariage, mixte. Tout. Le mariage homosexuel aussi, avec je sais plus comment il s'appelait, ça arrête d'ailleurs. Donc ça me fait penser peut-être dans l'Union européenne, on pourrait laisser les questions qui sont assez relatives, qui sont relatives à la culture, au culte, à la compétence des États, et prendre tout ce qu'on a en commun. Bon après c'est assez utopique, mais prendre tout ce qu'on a en commun et tous les enjeux qui nous concernent tous, comme l'écologie, l'économie, etc. Donc enlever le critère politique de l'Union européenne. Non. Revenir à une union économique et. Est-ce qu'on peut distinguer culture et politique ? C'est vrai. Non, parce que je vais être un petit peu comme Montesquieu. Est-ce que finalement on peut détacher les religions des lois civiles ? Est-ce qu'il n'y a pas un esprit des lois qui malheureusement, oula, c'était Montesquieu, ça saoule. Non, j'ai réfléchi. Non, qui fait que il y a un petit peu une fusion de tout, qui fait que tout est un petit peu interdépendant. Mais c'est intéressant, vraiment, c'est vraiment intéressant comme idée de peut-être une subsidiarité différente. Peut-être que ça va être tout ce qui est culturel. C'est vrai que des fois, le juge européen est un peu gêné pour ça. De toute façon, après, c'est vrai que dans les questions économiques, dans les questions écologiques et ça, il y a de la culture. Donc c'est pour ça que je disais que c'était utopique, parce que tout est lié. Ça. Mais de toute façon, quand tu mets en place un État fédéral, il faut bien que tu établisses une limite entre ce qui relève du pouvoir fédéral et ce qui relève du pouvoir des États fédérés. Enfin, c'est la question à laquelle on aimerait répondre, justement. Oui, voilà, mais tout État fédéral établit cette limite. Après, où est-ce que tu places le curseur, libre à toi de choisir. Mais par la force des choses, il sera établi, tu vois. Mais cet objectif. Mais je lisais un truc il y a pas longtemps. Et en fait, ce qui nous sépare pour l'instant, et ça revient à la question des institutions et tout ça, c'est que ce qui crée l'unification des États-Unis, d'Amérique, c'est notamment le président. Et on n'a aucune figure emblématique comme ça en Europe. On a Enfin, en tout cas, élu démocratiquement, tout ça. Mais c'est pareil, ça revient sur le débat de. C'est vrai, c'est vrai. On est incapable de personnifier notre attachement, enfin notre force européenne à une personne, tu vois. C'est-à-dire que Juncker, c'est le représentant de l'Europe, tu vois. C'est vrai qu'élire une figure, ça transcende en fait, ça transcende les populations, et notamment quand c'est un vote direct. C'est ça. Non, c'est vrai, on n'a pas eu de grand discours, on n'a pas eu de sécession, on n'a pas eu de guerre de sécession où le Nord s'est battu pour les droits des esclaves du Sud. C'est vrai que ça lie les États entre eux. Peut-être que le combat face à Daesh, ça peut créer ce lien. Peut-être, mais... Il faudrait se retrousser les manches, c'est sûr. Mais voilà, dans tous les cas, je pense que l'Europe, c'est vraiment un objectif louable, tu vois. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'il y a certains candidats qui malgré tout... Et je pense que le plus à même de mener ce projet,
Après, on peut forcément critiquer ce que deviendra ce projet en lui-même, tu vois. Le fait que ce soit trop démocratique, enfin pas assez démocratique ou suffisant. Mais ça reste, je pense, Macron. Parce que tous les autres sont quand même très attachés, à mon sens, justement à cette particularité nationale. Et je pense que Macron, c'est le seul qui est capable d'abandonner sa semblant de souveraineté qui nous resterait, en fait. Qui, au final, même quand tu constates aujourd'hui qu'il n'est pas réellement là, qu'il n'est pas réellement présent, il serait réellement prêt à le sacrifier au bénéfice de quelque chose de plus grand. Mais est-ce que c'est un choix qu'il fait pour l'Union européenne ou tout simplement le particularisme français, il ne l'aime pas dans l'absolu? C'est ça, mais le constat est que il accepterait de sauter le pas. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est le seul. A l'inverse, Benoît Hamon, qui est très attaché au particularisme français, espère rester dans l'Europe. Donc il essaye de concilier plusieurs intérêts, alors que Mélenchon, qui est attaché également, de la même façon que Hamon, au particularisme français, à des services publics forts, une forte administration, etc., lui met ça au premier plan, en fait. Oui, ça, sur un piédestal. Mais ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je suis pas sûr que justement que Hamon, et dans tous les cas, moi, de mon point de vue, il a jamais trop répondu à la question. C'est qu'est-ce qui se passe si on te répond une fois que tu es président que le particularisme français on n'en veut pas et qu'il faut se conformer aux directives européennes. Bah, il te répond il fait quand même un pas de côté, tu vois. Il te répond pas vraiment. Continuer la diplomatie, la négociation, ouais, attendre les d'accord. changements politiques. Ouais, c'est quand même espérer sur l'avenir, tu vois. Pour le coup, c'est quand même très hasardeux. Après, sortir de l'Europe, je pense pas que ça. Oui, voilà, mais ça fait 40 ans qu'on attend. Donc. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, contrairement à Mélenchon qui te propose une réelle alternative, qu'elle soit bonne ou pas, qu'elle te satisfasse ou pas, il a le bénéfice de te la proposer. En fait, on voit que dans les pays du Sud, c'est là où je me rapproche un peu de Mélenchon dans son analyse, mais pas dans sa solution. Dans les pays du Sud, on voit émerger une conscience un peu solidaire, etc., qui met d'autres sujets sur la table, l'écologie et tout. Peut-être que petit à petit, ces gouvernances-là vont créer une solidarité, vont avoir plus de poids. Mais pour avoir plus de poids, ça nécessite un parlement plus fort. Peut-être. Oui, je pense. Mais je pense vraiment qu'on doit. Après, ça aussi, on voit des problèmes à l'échelle des politiques. Et je me dis que finalement, dans la population, cet espoir-là, il n'existe plus. On voit que le Front National, le groupe auquel est affilié le Front National, est le plus fort au Parlement européen. Les eurosceptiques sont les plus forts. Donc, est-ce que la population rejette pas totalement l'Union européenne? Non, je pense pas que c'est un rejet de l'Union européenne. Je pense que c'est plus un rejet qui se veut. Ou alors ils ont voté assez réactionnaire en fait à une situation. Ouais, c'est ça. Sans savoir que c'était les élections européennes, ils se sont juste dit c'est une occasion de voter Front National. C'est ça. T'as pas la conception de ces enjeux, je pense. C'est encore plus important de le noter, parce que tu as 4 des 6 pays fondateurs de la communauté européenne aujourd'hui qui ont une opinion publique qui bascule dans le camp de la défiance vis-à-vis plus généralement des institutions internationales, mais surtout des institutions européennes. C'est les signataires en fait du traité de Rome. Ouais. C'est encore plus, je pense, symbolique aujourd'hui par rapport à la situation. Mais je pense que ça naît de ce qu'on voit de l'incapacité des institutions à régler les problèmes. Ouais, en fait. La frustration. Voilà, et à l'échelle internationale, ça se voit beaucoup plus. Par exemple, la Cour pénale internationale, personne ne la connaît, tout le monde s'en fout, parce qu'elle est incapable de régler les questions de droits de l'homme dans le monde. Oui, elle est très particulière cette cour. Cour qui trie. J'en dirai pas plus. Ah si, moi je peux le dire. Suite au prochain épisode. Vas-y, dis-le. Non, en fait. Si, il faut dire quelque chose sur la Cour internationale, c'est qu'elle est très critiquée actuellement, et c'est quand même assez vrai. Elle vise beaucoup l'Afrique. Elle vise quand même... Quasi exclusivement l'Afrique. Quelques Yougoslaves de temps en temps aussi. Ouais, non, vraiment. Elle vise pas. Par exemple, Bush n'a jamais été inquiété par la Cour, alors qu'il a aussi commis des crimes. Ouais, il est pas tout blanc, ouais. Et bah tout blanc. Si on pense à Guantanamo, il y a quand même des infractions qui se commettent. Poutine aussi avec la Tchétchénie qui. Donc c'est vrai qu'elle est particulière cette cour parce qu'elle est un peu imprégnée d'un certain esprit des années 90 par un peu tout ce qui est médecin du monde, un peu ce nouveau humanisme qui est un peu unilatéral quoi. Ouais, légèrement partiel quoi. Ouais, légèrement partiel. La cour pénale des pauvres. En fait. Voilà, c'est pas ouf. Je voulais aborder un autre point vite fait. Bon, je sais pas si on aura des choses beaucoup à dire, mais j'ai vu cet instant un autre problème qui est un peu un serpent en Europe, c'est les dettes européennes pour parler de sous. Donc, M. Hamon a proposé la mutualisation des dettes. Alors, je trouve que c'est une question intéressante. On avait beaucoup parlé au moment de la crise grecque. Parce que des gens étaient là, oui, il faut que la Grèce paye, Puis d'autres gens étaient là, non, on annule les dettes, Donc, là, la question revient. Est-ce qu'on mutualise les dettes? Alors, M. Cheminade, lui, voulait aussi... Alors, lui, c'est un peu plus flou dans son programme. Il dit, on réinspecte les dettes et on voit si elles sont injustes. Si elles sont injustes, entre guillemets, je sais pas ce que ça veut dire. Comment il définit on les annule. Par contre, si elles sont pas injustes, ça douille.
Moi, bien sûr, je suis favorable à la mutualisation des dettes. Tiens. C'est favorable pour nous. Ça crée de la paix européenne, de la solidarité, etc. Après, est-ce que c'est possible? Est-ce que la négociation va le permettre? On va te dire ça, t'es créancier quand même. Je pense pas. Et ça s'inscrit dans un cadre qui est plus large. C'est que il est conseillé par Thomas Piketty, économiste reconnu à l'échelle mondiale. C'est pas rien, hein. Qui propose qu'on s'allie en Europe pour renégocier les dettes. Oui. Ça, après, c'est des problèmes personnellement qui me dépassent. Mais la renégociation des dettes, je pense que c'est... On peut y penser, peut-être qu'on pourra en discuter une prochaine fois. Oui, enfin le truc aussi, c'est... c'est nous qui... Enfin, c'est chacun de nous, en fait, qui avons ces dettes contre... parce que c'est surtout les sujets de droit qui détiennent les dettes d'État. Donc bon, d'un autre côté, on se dit bien que de toute façon, ils rembourseront jamais quand on voit les sommes que la Grèce a sur les épaules. Bon... Là, le gouvernement n'arrête pas de reconduire des prêts pour rembourser, donc elle contracte des prêts pour rembourser. Bon, c'est toujours la même histoire, hein, donc on peut se demander si on n'est pas en train de finalement perdre même du budget européen à essayer de faire ces réunions où Merkel affronte Tsipras. Bon, c'est fatigant un petit peu. Mais donc. tout ça, je pense que ces questions-là, ça participe aussi à l'unification de l'Europe, tu vois. Oui. Savoir que certains prônent l'austérité, tout ça, et du coup le recouvrement de la dette, et d'autres non, à l'image de tous les pays du sud de l'Europe. Ou de Hamon notamment, qui disent qu'au final, se mettre le couteau sous la gorge, ça sert à rien, et il faut envisager les choses différentes sous un nouvel angle. Après, un des problèmes de l'Union européenne à ce propos, à l'économie en général, c'est que c'est la BCE qui est indépendante et qui n'est pas du tout soumise à quelque gouvernement que ça soit, et qui régule elle-même la monnaie qui est en distribution, et donc par conséquent influe sur le chômage, l'inflation et tout ce qui est croissance. Du coup, tout ce qui est promesse, on va dire, des candidats nationaux ne sert à rien en fait, parce que ce n'est pas son rôle à jouer d'apporter une quelconque solution à ce problème qui est dans tous les cas géré par quelqu'un dont on n'a aucune emprise dessus. Oui, excellent, je voulais en parler de la démocratisation de la BCE qui est proposée par plusieurs candidats. Ouais, c'est ça, c'est Benoît Hamon qui propose un parlement de la zone euro en fait. Moi personnellement j'y suis défavorable, parce que je pense que créer deux parlements c'est jamais bon pour la démocratie et pour la puissance parlementaire. Mais et pourquoi pas est-ce que le Parlement a un pouvoir donner déjà cette question au Parlement et à l'exécutif européen tout simplement. Enfin, c'est parlementisé, je sais pas si c'est parlementarisé. Merci, je suis fatigué. La question quoi, c'est juste ça. Ouais, c'est ça. Parle bien dans le nouveau Parlement ou pas. Mais ouais. C'est les questions. Après tu vois, ça répond à ce problème, c'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui les présidents, enfin l'exécutif qu'on désigne, il est plus capable d'influer sur la valeur de la monnaie. Or, si on crée un Parlement européen où les pouvoirs nationaux auraient un véritable pouvoir politique, la monnaie redeviendrait une question dont on s'empare. Ouais, mais enfin, souvent la question des monnaies, traditionnellement, on la donne pas au Parlement. Parce que la monnaie... C'est ça que j'ai mentionné l'exécutif. Oui, c'est pour ça. Ça paraît être un peu bizarre l'idée d'Hamon, parce que ça montre... Enfin, j'ai l'impression qu'il connaît pas trop la monnaie, parce que souvent on la donne plutôt à des organes réactifs qui peuvent bien réagir à la conjoncture, parce que c'est souvent un problème plus conjoncturel que structurel. Donc souvent on donne plutôt au Parlement quand c'est des grandes questions pour faire une loi générale qui reste. Ouais. Là ils vont faire des lois sur la monnaie, ils vont la changer tous les jours, enfin ça va être compliqué. Mais oui, en effet, c'est vrai que c'est un bon point, Adrien, c'est vrai que c'est quand même dommage qu'on ait une BCE qui décide elle-même et qui est souvent en fait un peu très inspirée par l'orthocapitalisme, l'ortholibéralisme des Allemands, qui veut en fait, depuis qu'il y a une crise du mark en Allemagne, une monnaie extrêmement stable, éviter la dévaluation monétaire à outrance et de jouer avec la monnaie, comme le veut le keynésianisme. Là on parle de théorie économique, waouh. Avoir le graphique présenté par Marine Le Pen. Oui, ça. En France, on est très keynésianiste, on aime beaucoup jouer avec la monnaie, et donc là on voit encore la différence de culture économique. Donc en France, on aime beaucoup la monnaie, on aime beaucoup jouer avec la monnaie, et donc on est frustré parce que la BCE elle est tenue par un esprit allemand, elle n'est pas tenue par les Allemands, c'est un Français d'ailleurs l'actuel directeur, mais qui fait que l'Allemagne a accepté d'abandonner les marques pour que l'euro à la place soit extrêmement stable. Donc on peut pas faire des politiques de relance avec la monnaie. Oui. J'ai une question pour toi, Ronan, vu que tu t'intéresses au programme de cheminade. Qu'est-ce qu'il propose sur l'euro ? Oui, alors voilà, je voudrais juste finir sur ce point. Donc non, mais c'est en fait, on peut en parler directement. Donc Cheminade, lui, il a vraiment un discours pas con, je trouve. Là, je vais un peu m'afficher, mais je trouve qu'Asselineau, il est un petit peu primaire, parce que lui dit ouais, on quitte le Frexit parce que c'est écrit dans la Constitution, le président il est défenseur d'indépendance. Article 5, donc si on applique correctement. Allégué par Marine Le Pen aussi. Donc un peu par titre de principe, parce qu'on est indépendant, on est indépendant. Voilà, faut quitter l'Europe.
aussi élégué par Marine Le Pen. Je trouve que Chemillard il a une réflexion plus intéressante. Alors, ça fait un petit peu complot, mais il dit que pour lui, l'Union Européenne, et surtout la zone euro, était un beau projet au départ, mais elle est devenue un peu la caricature d'elle-même. Elle est devenue une dictature financière mondiale. En fait, ce qui se passe, c'est que pour lui, l'Europe va trop dans le sens des banques, et surtout des banques les plus puissantes, et qui en fait une sorte d'oligarchie qui fait que, actuellement, tout ce qui est crédit, tout ce qui est création monétaire est confisqué avec la complicité des États. Hein. Il le dit bien. Hein. Pour lui, c'est des États européens en fait qui font ça. Pour des banques, certaines banques qui sont en fait aidées et même quand elles font des crises comme en 2009, parce que Chemillard en fait c'est quelqu'un qui quand même était présent dans le paysage médiatique depuis longtemps en fait. Hein. Il avait déjà prévenu, vraiment, qu'il y aurait une crise monétaire, une crise financière en 2008. Parce qu'il y avait une bulle que tout le monde voyait venir à propos des en fait on dit crisis subprimes, mais en fait c'est plutôt les titres financiers poubelles, les actions financières qui avaient été créées à partir de rien et qui valaient rien et qu'on faisait croire que ça valait quelque chose, en fait ça valait rien. Bref. Et donc pour lui en fait il faudrait abroger l'article 123 du TFUE qui enlève toute compétence aux banques, revenir en fait à un système un peu d'après-guerre où la banque était contrôlée par l'État et revenir à des crédits citoyens, des crédits qu'on accorderait aux plus démunis et surtout aux entreprises qui finalement seraient plus aptes à, par exemple, pourquoi pas, servir l'intérêt général. On les justifie quoi. Voilà. Mais c'est ça qui est étrange, c'est que normalement, c'est les banques privées qui font ce genre de choses. Et là, à l'échelle européenne, c'est la BCE, la banque institutionnalisée, qui échappe aux autres institutions. Ouais. Mais selon Chemillard, c'est pour ça que je voudrais la rattacher et la mettre à une soumission en fait par rapport à l'exécutif ou au Parlement. Mais selon Chemillard, pour lui, la Banque Centrale Européenne en fait fait le jeu des banques privées. Voilà, pour lui, c'est la même chose. En fait. C'est une sorte de même brouillard qu'on essaie de cacher derrière la BCE, mais en fait, c'est une oligarchie en fait. Caché. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, j'avais pas réfléchi à ça, c'est vrai qu'elle donne des prêts, donc c'est un peu gênant. Et aussi, il a une idée originale, il a un projet original de double monnaie. Alors, ça existait avant, notamment quand le dollar était la monnaie internationale, parce qu'elle était indexée sur l'or. Mais lui, en fait, il voudrait qu'on ait un euro, qu'on ait une monnaie commune, pas forcément l'euro, il a dit une monnaie commune, et une monnaie nationale. Et qu'en fait, la convertibilité entre les deux est assurée par un organisme commun, donc une sorte de BCE, mais vraiment bien chapeauté par les États nationaux. En fait, ça permettrait d'amortir les variations de la monnaie commune avec la monnaie nationale. Bon, je trouve ça assez original comme idée. Mais il me semble que Mélenchon propose ça aussi. Ah bon. Un euro français, un euro allemand, etc. C'est-à-dire que ce serait une monnaie nationale, mais comme il y a une sorte d'harmonisation par les institutions européennes, on garde le nom d'euro. En fait. Non, mais pour lui, il y a deux monnaies. Hein. Pour lui, en gros, il y aurait des francs et un euro. D'accord. En gros, il y aurait un franc qu'on accepterait que dans France. D'accord. Donc si tu amènes ton franc en Allemagne, on ne comprend pas. Mais par contre, l'euro marcherait partout. D'accord. Donc pour Mélenchon, ce serait plus une monnaie, mais qu'on appelle euro plus le nom du pays, pour montrer que c'est une monnaie nationale, mais qui subit une harmonisation à l'échelle européenne. En fait, il veut garder les bonus économiques d'une harmonisation, autant tout en revenir garder au franc. La souveraineté monétaire. Autant revenir au franc, enfin donner le nom du franc au franc, quoi. Voilà. Qui nous manque d'ailleurs. C'est Mélenchon, quoi. Et pour Chemillard, la monnaie commune dépasserait l'Europe. Parce que pour lui, comme Mélenchon, et comme quoi ils sont proches en fait, peut-être qu'ils s'inspirent l'un l'autre, il voudrait faire une monnaie qui s'étendrait aux BRICS. Hein, il voudrait pouvoir se rapprocher du Brésil, de la Russie, et pouvoir échanger avec eux, et la Chine, parce que lui il voudrait faire carrément une route de la soie, une nouvelle route de la soie. Bon, c'est un mot qu'il utilise, hein, c'est un peu... C'est joli mot. Et Asselineau aussi veut se tourner vers les BRICS. Il dit que c'est des partenaires intéressants. Tu m'étonnes quand j'ai quitté l'Europe, je trouve d'autres partenaires. Et sur la monnaie, je trouve, il y a un article intéressant que nos auditeurs pourraient lire. C'est un vieil article qui est signé dans Le Monde diplomatique, qu'on peut lire sur Internet. Vous tapez Régis Debray, la monnaie européenne, l'euro. Enfin, vous tapez euro, Régis Debray. Alors, en fait, il a une... On est marre des Debray. Non, c'est AY celui-là. C'est un mec de. Tu connais pas Régis Debray ? Ah, c'est un mec de gauche. Il était très pote avec Michel, justement. Avec Fidel Castro. Non, pas du tout. Avec Fidel Castro. Non, c'est un mec. Et donc, en gros, ce qu'il dit sur l'euro, c'est vachement intéressant. En fait, il analyse le billet. Il dit ce qui est intéressant avec les billets européens, c'est qu'en fait, ils trahissent par eux-mêmes le fait qu'il n'y a pas eu de construction européenne. Parce que c'est quoi l'image des billets ? C'est pas des personnalités. Comme par exemple sur le franc, on avait Descartes, on avait Pascal. Là, c'est où on avait de la croix. Là, c'est un pont, des fenêtres. Non, mais et c'est très intelligent ce qu'il dit.
en fait, on a des images nulles, en fait. Et quand j'entends nul, c'est pas médiocre, mais c'est des images qui ne veulent dire qu'elles-mêmes, en fait, qui ne renvoient à rien, qui renvoient pas à des valeurs communes, en fait. Qui renvoie à l'Europe, en fait, tout simplement. Ouais, même pas, vraiment un pont. Allez, lâche-toi. Non, et donc, je trouve ça intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que l'Europe permet quand même aujourd'hui à beaucoup de pays d'avoir des infrastructures, des ponts, des routes, des fenêtres, justement. Non, et je trouvais cet article assez Ça, clair. c'est pas normal. Et donc, ouais, un peu. Les ponts aux Français. Cet euro sans âme, en fait. Et donc, pour conclure, peut-être, si personne. Peut-être que c'est ça le problème de l'Europe actuellement, c'est qu'il y a un petit peu. Les ponts. On veut construire des ponts, mais dans une impasse. C'est un petit peu comme le pont de comment la chanson déjà D'Avignon. Le pont d'Avignon, qui n'est. Alors, si nos auditeurs l'ont vu, le pont d'Avignon n'est pas fini. C'est assez amusant, il n'est jamais fini, il ne sera jamais fini. Et est-ce que l'Europe sera finie un jour ? Est-ce que finalement on pourra reboucher ce trou au milieu du pont d'Avignon ? Et ça demandera évidemment de se demander 3 questions de l'Europe, qui sont les 3 questions des 3 peuples européens principaux. Comment ? Mais ça on sait, il y a des très bonnes procédures, c'est la question du peuple allemand. Alors comment faire l'Europe ? Ça on sait à peu près, on a des bonnes institutions. Pourquoi on fait l'Europe ? Ça c'est un peu moins clair, tout le monde se demande pourquoi. Est-ce que c'est pour l'écologie ? Est-ce que c'est pour l'économie ? On sait pas trop encore. Vivre ensemble. Ça c'est peut-être le vivre ensemble simplement, peut-être la paix. On sait pas trop pourquoi, c'est pas vraiment très précis, des critères précis, il faudrait. Ça c'est la question de la France. Et combien ? Ah ça a fâché. Et ça c'est la question des Anglais. Et peut-être que c'est la question qui a fâché le plus ces temps-ci avec la Grèce, et ce qui fait que l'Angleterre est partie. Nerf de la guerre. Et on peut se demander si le pourquoi va pas faire que la France va partir bientôt. Et bon, le comment, si vraiment l'Europe commence à dégénérer, peut-être que l'Allemagne aussi va partir, alors là ça va vraiment devenir une cave quoi. Perspective d'avenir pour l'Europe. Ouais. Portons nos couilles. Constituons une réelle unité de l'Europe. Arrêtons de voir la probable unité comme une utopie, un caprice, un mirage lointain. Posons nos couilles, créons une Union européenne vraie, forte, puissante, face aux États-Unis, face à la Russie, arrêtons de dépendre d'eux finalement, et soyons indépendants. Vive la République. Vive l'Europe. Eh bien, chers auditeurs, nous quittons sur ces bonnes paroles. Comme vous voyez, donc l'émission a repris. À dans 2 semaines. Alors, je ferai juste remarquer que nous entrons dans un cycle. Alors, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais sur un cycle présidentiel, en fait. Donc, chaque émission abordera, en fait, parce que c'est vrai qu'on a présenté les idées des candidats cette fois assez précisément. Enfin, j'ai essayé, en tout cas, nous avons essayé de présenter les idées des candidats pour vous éclairer pour le vote de mai. Prochaine émission sur les candidats, les petits candidats. Voilà, les petits candidats, parce que, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, ils sont évincés du champ médiatique, et nous on voudrait les présenter, les mettre en avant, mettre leurs idées en avant, comme on a essayé de le faire un peu aujourd'hui avec Asselineau, Cheminade, etc. Et du coup on ferait des émissions où on prend, bon ça serait plutôt 2 candidats par émission, parce que la présidentielle arrive plus vite qu'on ne le croit. Du coup on ferait plutôt Artaud, Poutou, pour aller un peu plus à gauche. Ouais. Et pourquoi pas Asselineau, Dupont-Aignan, voilà, pour examiner leur programme et en discuter entre nous. Voilà, bonne semaine à vous, portez-vous bien et faites attention aux colis piégés.